c'est quand même quelque chose. Il y a eu il y a des remerciements à faire à Marie et à Lucie là-dessus. La présentation, j'ai intitulée, j'ai trouvé que c'était un très beau titre, un peu ancien, ça montre mon âge d'une certaine façon, mais c'était une façon de poser des problèmes philosophiques à une certaine époque de la responsabilité sociale d'Hydro-Québec dans la lutte au changement climatique, que j'ai appelé LCC, donc le cas Énergie Saguenay, l'exportation de gaz naturel fossile. Pour moi, il y a un argument fondamental qui me semble avoir réussi à échapper au débat public qui s'intensifie au Québec sur la pertinence de ce projet. Ce projet est conçu comme la tête de pont donc d'exportation intercontinentale, tous les autres conférenciers l'ont dit. Mais lorsque les usagers ultimes de ces approvisionnements gaziers brûleraient, ce qu'Énergie Saguenay aurait permis de mettre en marché chez eux, il y aurait au moins, j'ai mis 32, ma marque est rendue à 52, il y en a qui sont à 28, mais donc quelque part entre 28 et 52, mais certainement une bonne trentaine solide, qui seraient ajoutés dans l'atmosphère terrestre ailleurs sur la planète. Or, l'électricité, quand même, c'est un vecteur énergétique d'une importance capitale pour la transition énergétique. Dans mon sens, à moi, quand j'ai vu la présence d'Hydro-Québec dans un tel projet, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas là. Alors, j'ai préparé une présentation qui rebrasse probablement des centaines d'acétates qu'on a déjà vus à d'autres moments. Je vais partir ma minuterie parce que sinon, c'est très dangereux. Donc ça fonctionne à droite? Oui, c'est bon. Donc, le contexte de gouvernance dans lequel on est, c'est mon point de départ pour réfléchir à ce que l'hydroélectricité, ce que l'électricité, les énergies renouvelables doivent faire au Québec. Ça a l'air de partir de loin, mais on va se promener un peu dans cette présentation sur des aspects qui touchent à l'électricité, à sa planification, à sa gouvernance. Donc, on est actuellement dans un contexte de législation rétrograde. Il y a le projet de loi 34 dont on parlera plus abondamment. L'accès public à l'information devient de plus en plus pénible et les consultations, souvent, malheureusement, de convenance. Il faut quand même le dire parce qu'il y en a plusieurs et souvent, on ne sait pas ce qui en est fait. Parfois, ils aboutissent à presque rien. Donc, il y a actuellement un projet de loi 44 qui vise principalement la gouvernance efficace de la lutte au changement climatique et à favoriser l'électrification, qui a transformé le fonds vert en une autre sorte de fonds, qui est placé sous le contrôle du ministère du Développement durable et de la lutte au changement climatique, mais à titre consultatif, donc, ce fonds-là. Il pourrait être utilisé par beaucoup de gens sur des conseils du ministre. Il y a aussi l'abolition de Transition énergétique Québec, qui avait été un des résultats de la grande discussion sur la politique énergétique qui avait suivi la Commission sur les enjeux énergétiques, dirigée par M. Mousseau. Et voilà. Donc, cette abolition-là est faite au nom de l'efficacité, mais ça met quand même un pas de recul sur des trucs qui avaient été mis en place en termes de plan directeur et d'activité, de gestion du fonds de transition, et qui devient donc un nouveau fonds. Enfin, je ne veux pas m'attarder sur trop de choses, mais il y a des changements importants qui sont en train de se faire. Un qui me paraît particulièrement à haut risque pour la transparence des tarifs dans l'avenir, c'est celui de la loi 34, loi visant à simplifier le processus d'établissement des tarifs de distribution d'électricité, qui est mené à l'emporte-pièce à l'heure actuelle par le gouvernement du Québec. Hier même, le premier ministre a menacé de faire adopter au Baillon d'ici le 6 décembre ce projet de loi, qui enlèverait à la Régie de l'énergie du Québec le peu de dents tarifaires qui lui restait pour examiner publiquement les revenus requis d'Hydro-Québec Distribution et Transénergie. Donc, l'idée, ce serait de hausser les tarifs d'électricité par décret annuel du gouvernement, plutôt que de forcer Hydro-Québec à se présenter à chaque année dans une audience tarifaire dans laquelle les groupes qui sont autorisés par la Régie à venir discuter des plans de tarification d'Hydro-Québec peuvent questionner. Et donc, on apprend toujours des choses dans ces procédés-là. Et tout ça se fait au moment où Hydro-Québec n'a pas déposé son plan stratégique 2020-2024.
ce qu'il aurait dû faire le ou avant le 1er novembre 2019, en vertu d'un décret de l'année 2015 concernant la forme, la teneur et la périodicité du plan stratégique d'Hydro-Québec. Donc, le dernier plan a été présenté en 2016 et il devait être présenté normalement. Bon, le projet de loi 34, lorsqu'il a été déposé par le ministre, tout de suite, la même journée, Hydro a sorti un communiqué qui se montrait enchanté de cette décision. Enfin, c'est un peu... mais ça fait partie du contexte, donc il faut en parler. Gazoduc, bon, je ne m'attarderai pas trop sur ce que ça représente en termes d'enjeux géopolitiques, de scénarios commerciaux spéculatifs. Mais pour moi, si Hydro-Québec devait s'égarer dans les scénarios de fuite en avant de l'industrie fossile, je crois que le virage énergétique du Québec se trouverait directement compromis. Donc, Énergie Saguenay, ça représente 2,65 fois le volume de gaz consommé au Québec en 2016. Dernière donnée disponible, il y en aura d'autres bientôt qui sortiront du rapport publié par les HEC, qui s'appelle « État de l'énergie au Québec », une lecture que je recommande à tout le monde. Formidable recueil de données énergétiques et sociologiques. Donc, il faut voir ce que Hydro vient faire dans ça. Normalement, les procédés conventionnels de liquéfaction du gaz naturel consomment à peu près 10 % du gaz livré à l'usine. Ils ajoutent donc 3,5 mégatonnes au bilan d'émissions de GES local. Mais pour liquéfier le GN, le gaz naturel, donc, Hydro-Québec Production engagerait 5 TWh d'électricité par année, c'est-à-dire 550 mégawatts de capacité ferme opérant 24 heures par jour, 7 jours par semaine pendant 25 ans. Qui gagne? Qu'est-ce qu'on y gagne? Je reviendrai là-dessus si on a le temps, peut-être, mais je m'égare. Mes acétates sont contraires à tous les principes d'un PowerPoint. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Donc, 5 TWh d'électricité par année. Bien, c'est à peu près 2/3 de la production annuelle du complexe La Romaine. C'est l'équivalent d'une aluminerie. C'est la consommation totale du Saguenay, à peu près, annuellement. Et donc, ce projet-là vient avec une nouvelle ligne qui a été autorisée tout récemment, au mois de juillet, par la Régie de l'énergie. Donc, on parle de 792 millions, donc un impact tarifaire annuel de l'ordre de 40 à 82 millions par année au Québec. Et plus une nouvelle ligne de 345 kV de 45 km entre le poste Saguenay et l'usine de gaz naturel liquéfié au port de la baie. Donc, c'est une emprise de 262 km plus 45 km pour aller alimenter ça. C'est quand même quelque chose. Donc, vous pouvez aller au registre des études environnementales. Les liens sont donnés en bas. Je passe rapidement, mais quand même, il y a eu... C'est comme si les projets étaient autorisés à l'envers. On commence par construire la ligne. Après ça, on va parler de l'usine, mais on ne sait pas comment la ligne a été autorisée. Puis, dans la demande qui a été soumise à la Régie, il n'était pas question de GNL Québec. Mais il y aura besoin d'un poste. De ce poste-là, il faudra amener quand même 550 mégawatts. C'est pas rien, là, en termes d'électricité, je veux dire. Alors, qu'est-ce que ça représente en valeur, la contribution d'Hydro-Québec? Si le prix de vente de l'électricité à GNL Québec au tarif grande industrie, 3 points quelques cents, c'est 165 millions par année. Ici, on compare ça, si c'était exporté à 4,7 en 2018, c'est 235 millions. Mais si on compare ça au coût de remplacement pour les abonnés du marché intérieur, d'un volume d'électricité qui n'est plus disponible pour nous, j'ai pris le coût de production de La Romaine, mais c'est probablement un minimum, c'est 460 millions de dollars qu'il faudra qu'on réinvestisse pour récupérer autant d'énergie pour nos propres besoins. Alors donc, mais par rapport à GNL Québec, les revenus d'opportunité du promoteur, parce que s'ils n'ont pas de gaz à consommer pour la liquéfaction, ils peuvent le vendre. Bien, sur les marchés à 5 $ du million de BTU, mais tout ça change fréquemment, il faut suivre ça de près. Les chiffres peuvent changer. Mais c'est quand même 270 millions, hein, ça paye quand même pas mal de choses. Et comme l'actionnariat est installé dans des paradis fiscaux, je n'ai pas besoin de rajouter ce que ça signifie. Ce sont des subventions, ça aussi. Donc,
juste un chiffre à retenir dans ça, je vais prendre mon pointeur. Il y a trop de choses à discuter, mais ça, ce serait, je recommande ces graphiques-là. On faudrait montrer ça aux écoles, dans les écoles, à partir du primaire. C'est tellement le fun. Les spaghettis, mais c'est absolument génial de suivre ces trucs-là pour réaliser que 75% dans le secteur transport, les pertes énergétiques s'élèvent à 75%. Ça veut dire donc que dans un litre de pétrole qui vaut à peu près 10 kWh, on en consomme peut-être 3. Utile pour le déplacement. Donc, les surplus d'électricité, je ne sais pas où j'en suis dans le temps, mais j'ai toujours peur parce que 2 minutes, my God. Donc, les surplus, remarquables oubliés de la décarbonisation maison. Au Québec, en 2016, on a dépensé 6,5 milliards de dollars, les ménages québécois, dans l'achat de carburants fossiles, de toutes sortes. 35 TWh d'électricité suffiraient pour remplacer l'énergie utile des 12 milliards de litres de carburants fossiles consommés en transport. Ça, c'est en transport. Hydro-Québec a exporté 36,1 TWh du côté américain en 2018 à un prix de vente moyen de 4,7 cents. Alors ça veut dire que, mettons que ça prend 3,3 cents, 3,3 kWh, on va prendre cette base-là, qui est l'équivalent de ce qu'on fait avec un litre d'essence. Ça nous coûterait 13 cents. Moi, je payerais le double facilement. Exporté par Hydro-Québec, 13 cents exportés par Hydro-Québec ferait le même travail de déplacement qu'un litre d'essence 10 fois plus coûteux. Est-ce que j'ai encore une minute? Ça, le portrait des exportations, c'est pour illustrer ce qu'Éric Pinault a montré tantôt. Donc, on voit ici le portrait des exportations d'électricité du Québec depuis 25 ans, à peu près. Donc, ça se fait promener, on peut suivre les chiffres, mais on est rendu là, dans cette zone-là. Donc, de 2012 à 2018, c'est 31 TWh par année qu'on a exporté. Selon les rapports annuels d'Hydro-Québec, à l'heure actuelle, les stocks énergétiques sont à un niveau historique. Ça a été répété en 2015, 2016, 2018 dans le rapport annuel. Mais il n'y a rien qui a été indiqué en 2018, mais c'est certain que c'est très plein. Donc, rapidement, il y a une saturation de la demande au Québec. On est plafonné. Ça, je ne parlerai certainement pas de ça, mais en même temps, si j'avais une minute, ce serait très utile de le faire. 30 secondes? Pardon? Ça négocie en minute. Ah oui, on négocie serré. Mais donc, je ne parlerai pas de ça. Donc. Ce que je veux simplement indiquer, c'est que les exportations, depuis le dernier plan d'Hydro-Québec, plan stratégique, parlait de doubler les exportations d'électricité. Donc, jusqu'à 2018, on peut parler d'exportation de marché spot. Donc, c'était vraiment des trucs comme ça. Mais à partir de l'été 2017, Hydro a soumis aux États-Unis, à différents endroits, des tas de projets. Au Massachusetts, qui est bien connu, New York, Connecticut, et peut-être Gazoduc aussi, qui était déjà là. Plus de 25 TWh de projets de contractuels de long terme qui sont radicalement différents des exportations qu'on avait ici parce que ce sont des contrats fermes. Donc, on parle de puissances qui sont en continu toute l'année, donc de blocs d'énergie qui, lorsqu'ils sont plus disponibles pour nous, ça fait baisser toute la courbe. Ça veut dire qu'on va avoir un déficit en puissance à la pointe. Devinez ce que ça va nous apporter. Alors voilà, la conclusion, vous pourrez la lire, mais comment se fait-il que le Québec, sans débat public, concéderait les meilleurs actifs de production de l'Hydro-Québec à un projet de gaz naturel fossile dont le bilan global d'émissions sur tout son cycle de vie ne fait pas mieux que celui de la filière charbon?